Débat du jour, un débat auquel vous pouvez, je vous le rappelle, participer via nos réseaux sociaux. Un mois et demi après l'obtention d'un cessez-le-feu à Gaza, la reconstruction se précise. La communauté internationale s'est réunie hier au Caire pour une conférence des donateurs, un rendez-vous pour réunir un maximum de fonds. Et les États ont une nouvelle fois mis la main au portefeuille et promis presque 5,5 milliards de dollars. Alors, quand les Gazaouis verront-ils ces dons se concrétiser? Comment seront-ils gérés? Par qui? Israël s'inquiète d'éventuels détournements de fonds, de matériaux de construction par le Hamas. Alors à tort ou à raison, ne faudrait-il pas aussi faire avancer le dossier sur le fond? La communauté internationale conditionne son aide à la reprise des pourparlers de paix. En toile de fond, évidemment, c'est toujours, et nous le verrons, la question de la création d'un État palestinien et qui subsiste. Vous l'aurez compris, beaucoup de questions qui sont aujourd'hui posées, auxquelles nos invités vont tenter de répondre ce soir. Jean-Paul Chagnollo, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes directeur de l'IREMO, Institut de recherche et d'études de Méditerranée et Moyen-Orient, professeur des universités, directeur également de la revue Confluence Méditerranée. Ofer Bronstein, bonsoir. Vous êtes président du Forum pour la paix et la réconciliation au Proche-Orient. On sera également en direct avec Nicolas Palaru, en direct de Gaza. Vous êtes coordinateur du projet Médecins sans frontières à Gaza. Et puis on sera également en direct de Jérusalem avec Michel Benami, président du Likoud à Jérusalem. Donc, messieurs, l'autorité palestinienne espérait 4 milliards de dollars de promesses de dons. Il a finalement obtenu presque 5 milliards et demi de dons. On va peut-être regarder les chiffres de promesses. On va en parler justement. On va regarder ces chiffres. Le Qatar qui serait donc le premier donateur à hauteur d'1 milliard de dollars. Les Américains promesses de 400 millions de dollars, dont 212 millions qui seraient débloqués immédiatement. Et puis l'Union européenne participerait à hauteur de 450 millions d'euros en 2015. La précision est importante. On va peut-être retrouver tout de suite Nicolas Palaru, coordinateur du projet MSF à Gaza. Bonsoir. Une première question pour savoir comment a été accueillie la nouvelle, ces promesses de dons hier à Gaza. Bonsoir. Ça reste des promesses pour l'instant. Gaza demande des faits plus que des promesses. C'est clair qu'il y a une urgence vraiment urgente de reconstruire Gaza, sachant qu'il y a encore des maisons détruites des précédentes guerres. Ce coup-ci, il y a eu beaucoup plus de dégâts et les gens attendent des faits vraiment concrets. Alors justement, le conflit, les armes se sont tues depuis maintenant un mois et demi. C'est quoi ce bilan de la reconstruction? On connaît le bilan humain, on va peut-être redonner les chiffres. 2200 morts côté palestinien, dont 1460 civils, 73 israéliens, 6 civils israéliens ont péri pendant cet été, 100 000 sans-abri. Et puis il y a aussi ce bilan matériel. Que pouvez-vous nous en dire aujourd'hui? Que faut-il reconstruire? Il y a un peu tout, évidemment, des habitations, des écoles, des hôpitaux. Vous savez, MSF est une organisation médicale, on n'est pas trop dans le développement en général. Ce qu'on voit, nous, sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de quartiers qui ont été dévastés, détruits, beaucoup de maisons, des écoles, il y en a fait, il y a eu des hôpitaux, il y a eu beaucoup d'usines. Il y a un gros travail à refaire sur toute la reconstruction en général. Et honnêtement, ici à Gaza, les gens sont très sceptiques quant à la mise en place de tous ces besoins. Ofer Bronstein, vous entendez réagir. Il y a surtout les habitations à reconstruire, parce qu'il y a aujourd'hui de nombreux sans-abri. On les estime à plus de 100 000. Beaucoup plus que 100 000. Il y a presque 150 000 logements et établissements publics à construire à Gaza, dû à la dernière guerre, mais dû aussi aux guerres précédentes. Ça, c'est pour la reconstruction. Il y a un port qui a été promis à Gaza depuis des années qui doit être construit. Ça permettra à Gaza d'importer, d'exporter, de s'ouvrir vers le monde. Il y a un aéroport qui existait déjà, qui était construit, qui fonctionnait, qui doit être reconstruit. Ça permettra encore une fois à Gaza d'exporter, d'importer, de respirer. Et n'oubliez pas qu'il y a la grande majorité des Gazaouis sont au chômage. Et la très grande majorité des jeunes Gazaouis, ceux qui ont moins de 24 ans... 25% avant même le début du conflit. Avant, aujourd'hui, on parle de presque 70% des moins de 24 ans qui sont au chômage. Si ces gens ne vont pas avoir un emploi, si ces gens ne vont pas pouvoir respirer, si le blocus de Gaza ne s'arrête pas, si on n'ouvre pas Gaza au monde,
on va se retrouver encore une fois dans une crise dans 2 ans. Encore une fois, vous avez parlé des 5,4 milliards qui ont été promis. Il faut faire attention. La dernière fois, il y a aussi quelques milliards qui ont été promis à l'arrivée. La dernière fois, c'était Acham cher. Oui, beaucoup de promesses. À l'arrivée, une bonne partie de ces promesses-là sont restées lettres mortes. Surtout de la part des pays arabes. Vous savez, dans la région, on a affaire à des pyromanes pompiers. Le Qatar, qui d'un côté, par exemple, c'est le plus grand donateur apparemment d'hier au Caire, le Qatar qui a armé le Hamas, qui a soutenu le Hamas, qui a financé le Hamas, aujourd'hui promet 1 milliard. Au lieu de financer les armes du Hamas, il fallait d'une façon récurrente financer la construction de Gaza et la fin du blocus. Le rôle d'Israël et de l'Égypte va être primordial. Et c'est dommage, je le déplore, qu'Israël, qui est un acteur principal dans la reconstruction comme dans la destruction, malheureusement, n'était pas présent au Caire hier. Il faut de la détermination. Vous savez, les pays producteurs de pétrole, s'ils donnaient 1 cent de dollar par baril de pétrole, il y en a 85 millions qui sont vendus par jour. Le baril est presque à 100 $ le baril. Si 1 cent, c'est-à-dire 0,01% de chaque baril de pétrole qui est vendu aujourd'hui dans le monde pendant 5 ans allait vers la construction de Gaza et de la Palestine, on n'en serait pas là. Il y a beaucoup d'hypocrisie et il y a beaucoup de mensonges dans les promesses qui sont données aux Gazaouis. Jean-Paul Chagnollo, cette somme qui a été promise hier contre toute attente finalement, parce qu'on se disait aussi que ça allait peut-être être compliqué de réunir des fonds, en tout cas plus que la dernière fois, que la fois précédente, une somme plus importante que l'espérait l'autorité palestinienne. Est-ce que les Palestiniens vont voir la couleur de cet argent ? Je crois que ça, si j'étais un peu provocateur, je dirais que ça n'a aucune importance. Aucune importance parce que si l'argent arrivait demain, et alors, on va reconstruire, et puis dans 6 mois, dans 1 an, il y aura des destructions. Donc, je veux dire, bien entendu, il faut reconstruire Gaza. Mais je veux dire, s'il n'y a pas fondamentalement une volonté politique de régler le problème pour Gaza, et puis plus globalement, bien entendu, pour la question d'un État palestinien que vous avez évoqué au début, tout ça ne va servir à rien. Raphaël Bronstein évoquait l'aéroport, par exemple. L'aéroport. Il y a eu un aéroport à la fin des années 90 qui a fonctionné. Clinton est arrivé à Gaza par cet aéroport. Avec la seconde intifada, l'armée israélienne, avec Sharon, l'a littéralement écrasé. Et c'était des fonds principalement européens d'ailleurs, et depuis, il n'est plus question d'aéroport européen. Pourquoi ? Parce que la question politique n'était pas réglée. Donc je veux dire que tous ces mots et tous ces chiffres n'ont aucun sens, mais vraiment aucun sens, s'il n'y a pas un cadre politique extrêmement clair. Et ce cadre politique, enfin peut-être en discuter, mais il y a au moins 2 niveaux. Il y a un niveau, je dirais, qui toucherait à l'immédiat et à l'urgence concernant Gaza, c'est-à-dire en finir avec ce blocus qui est absolument illégal et absolument inhumain, et faire en sorte que les Gazaouis réapprennent à vivre ou apprennent à vivre normalement avec un port, un aéroport, avec une possibilité de sortir, car là ils sont totalement enfermés dans Gaza. Des mômes qui ont 20 ans n'ont jamais pu sortir de Gaza, et des gens qui sont plus âgés n'ont pas pu sortir. Donc c'est ça. Alors ça, c'est le premier niveau. Puis le deuxième niveau, bien entendu, c'est une négociation globale sur la question de l'État palestinien à côté de l'État d'Israël. Mais déjà, si on pouvait atteindre ce premier niveau qui a été évoqué au moment des négociations au Caire au moment où on a réussi à trouver les moyens d'un cessez-le-feu, c'était de dire, il va falloir desserrer le blocus et en finir avec ce blocus. Donc si on a passé cette vision politique des choses, à la fois, je dirais, dans l'immédiat et dans l'urgence, qui est la question du blocus, et ensuite sur l'ensemble du problème, tout ce débat sur les donateurs, les promesses, ça n'aura aucun sens, parce qu'on va construire pour détruire, absurde. Et quand on prend les chiffres, alors restons une seconde sur les chiffres, vous avez posé des questions sur les chiffres. Si on pensait une seconde les chiffres, non pas en termes de reconstruction, s'il n'y avait pas eu de guerre, mais en termes de développement, vous imaginez ce que ça représenterait pour pouvoir développer le port de Gaza, pour développer l'aéroport, pour développer l'économie de Gaza. Et j'ajouterai un point qui est très important et qu'on oublie toujours, c'est qu'au large de Gaza, dans les eaux territoriales de Gaza, pas d'Israël, de Gaza, il y a des ressources en gaz extrêmement importantes. Eh bien, développement... Qui ne peuvent pas être exploitées. Voilà, donc si vous voulez, si on prend le problème comme ça, on voit bien que cette question dont nous parlons ce soir est importante, bien entendu. Mais je veux dire, si on ne pose pas les postulats fondamentaux en amont,
on est à côté de la plaque. On va poser la question à Michel Benami, qui intervient en direct depuis Jérusalem. Vous êtes le président du Likoud. Bonsoir, merci d'être là avec nous ce soir. On entendait Ofer Bronstein dire à l'instant il faut que l'État hébreu Israël participe au premier plan à cette reconstruction. On entendait à l'instant Jean-Paul Chagnollo dire il faut en finir avec ce cycle permanent de destruction-reconstruction. Comment comptez-vous participer demain ? Justement, j'aurais bien voulu répondre à Ofer Bronstein et vous dire qu'on est aussi désolé de ne pas pouvoir participer à ces rendez-vous auxquels on n'avait pas besoin de se prouver. Israël a toujours été très solidaire avec les citoyens du monde entier. On est les premiers à courir et à secourir là où il faut, même si c'est un renversement ou des problèmes qu'il y a eu en Iran ou en Turquie, on est toujours en cours pour secourir les gens. On est solidaire avec les citoyens du monde entier. Le problème n'est pas de discuter avec les gens qu'il y a sur votre plateau, parce qu'on réfléchit tous de la même façon. On a une certaine réflexion à l'européenne. Le problème, c'est qu'à Gaza, les dirigeants ne réfléchissent pas comme nous. Les dirigeants d'aujourd'hui de Gaza sont des terroristes qui ont pris le pouvoir par les armes et qui ne pensent pas comme nous. Ils ne pensent pas à une Gaza qui peut prospérer, Gaza qui va avoir un aéroport et un port. Eux, ils pensent avoir un port et un aéroport pour amener encore des armes dans Gaza. C'est pour ça que la façon de penser, de réfléchir est différente. Et en Israël, on a vu, on était content pour les 4 premiers milliards qui sont proposés à la Palestine, à Gaza. Par contre, le milliard donné par le Qatar, ça nous pose un autre problème. Parce que si ce milliard va directement dans la poche du Hamas, que le Hamas voit d'abord comment avoir plus de missiles et encore des tunnels, bien entendu, en Israël, on est inquiet. Alors qu'on aurait pu être content et fier de ce regroupement du monde pour Gaza. L'Arabie Saoudite a proposé... Ofer Bronstein, je vous dis... Je vous vois dire non de la tête quand on parle de cette inquiétude israélienne, qui est pourtant une réalité. C'est l'argument avancé aujourd'hui par l'État hébreu, donner cet argent. Oui, mais y a-t-il un risque demain qu'il soit détourné ? Il y a un mécanisme qui a été créé. Tout d'abord, le cessez-le-feu qui a été trouvé il y a 1 mois et demi au Caire a été fait par des négociations directes et indirectes entre Israël, le Hamas et surtout l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, il est clair et il est accepté par tout le monde que l'autorité palestinienne présidée par le président Abbas, dont le Premier ministre M. Hamdallah a visité Gaza il y a 3 jours. M. Abbas, théoriquement, devrait visiter pour la première fois en plusieurs années, en 8 ans je crois, Gaza peut-être la semaine prochaine. C'est l'autorité palestinienne, c'est le gouvernement d'union nationale qui est responsable des mécanismes de réception et de dépenses de l'argent des donateurs, plus les différents organismes, surtout les organismes onusiens. Donc je n'ai pas de crainte par rapport à l'objectif de cet argent-là. Mais encore une fois, je l'ai dit, sans l'Égypte et sans Israël, il va être très difficile de reconstruire Gaza. Je voudrais, et Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une détermination politique une fois pour toutes. Et je crois qu'on y arrive. Moi, je suis un optimiste pathologique, je crois qu'on y arrive. Quand il y a des bruits qui se font entendre de Suède la semaine dernière qui disent nous, on va reconnaître, nous, membres de l'Union européenne, on va reconnaître l'État palestinien. Quand en ce moment même, les Britanniques sont en train de voter un vote symbolique, mais qui a tout son sens. Il y a un vote symbolique, même symbolique, il est important. C'est un signal pour Israël. S'il n'y aura pas la création d'un État palestinien qui vivra côte à côte et en paix avec Israël, par la volonté, par les négociations, il sera imposé par la communauté internationale qui, je crois, est de plus en plus déterminée. Mais encore une fois, le rôle d'Israël pour la reconstruction de Gaza n'est pas seulement politique, il est aussi tout à fait technique. Il faut ouvrir les frontières, il faut permettre aux marchandises et aux personnes de rentrer et de sortir. Je suis ravi qu'Israël ait permis la semaine dernière à 5000 employés, ça ne s'est pas fait depuis très longtemps, à 5000 employés de Gaza de rentrer en Israël. Ce n'est pas suffisant, il faut continuer ce rythme de permettre aux Gazaouis de travailler en Israël et d'aller en Cisjordanie retrouver les leurs. On parle de cette inquiétude, on a entendu la partie israélienne dire oui, demain ces matériaux peuvent être détournés, le Hamas pourra à nouveau construire ses tunnels. Une inquiétude qui est à prendre au sérieux selon vous ? Écoutez, il faut savoir qui parle.
c'est un représentant du Likoud, c'est-à-dire un parti de droite. C'est pas l'ensemble des Israéliens. Si on avait un journaliste de Haaretz ou quelqu'un du Parti travailliste ou du Meretz, ça serait différent. Donc c'est un parti de droite qui s'exprime. Et le Likoud porte une responsabilité écrasante dans la colonisation qu'il y a en Cisjordanie, dans la colonisation qu'il y a à Jérusalem-Est et assez largement dans la guerre qui a eu lieu contre Gaza, où il y a, je le rappelle quand même, parce que quand on entend, on est solidaire du monde, mais il y a quand même des centaines d'enfants qui ont été tués. Je parle des enfants de Palestiniens. Il y a eu aussi un enfant israélien qui a été tué par des roquettes. Donc je trouve que ou plusieurs enfants. Je veux dire que les enfants, moi je ne fais pas de distinction entre les Palestiniens et les Israéliens. C'est un scandale qu'on ait tué des enfants sur ce territoire. Donc il faut... Et alors la logomachie du Likoud et de quelques autres formations de droite consistant à dire le Hamas sont des terroristes. En fait, ce qu'on oublie de rappeler, Ofer vient d'y faire allusion, c'est qu'à partir du mois de juin, il y a eu un gouvernement d'union nationale, Hamas-Fatah, qui a été accepté et reconnu par les États-Unis, qui sont des gauchistes bien entendu, par les Européens, qui sont aussi des gauchistes, mais pas par Israël. Bon, aujourd'hui, ce gouvernement est à l'œuvre. Il a fait son retour à Gaza jeudi dernier. Et il est venu, c'est tout à fait nouveau, à Gaza, effectivement. Hamdallah, le Premier ministre, est arrivé. Hamdallah, oui, donc c'est très important qu'on parle avec ce gouvernement d'union nationale, même s'il est soutenu par le Hamas ou soutenu par je ne sais qui. C'est avec. Attends, je termine ça. Avec ses adversaires qu'on fait la paix. Donc, je veux dire, ce discours-là. Et puis un dernier mot. Après, je te laisse la parole. Mais ce qu'on consiste à dire en Europe, on ne comprend pas. Moi, je serais plutôt tenté de dire un certain nombre de gens en Israël sont totalement aveuglés par ce qu'ils font et ils sont en fait très isolés. Moi, j'aimerais quand même... On a tendance à dédouaner le Hamas d'une grande part de responsabilité. Si le Hamas n'avait pas provoqué Israël, si le Hamas n'avait pas l'intention de tuer des milliers d'Israéliens, parce qu'imagine-toi que les roquettes du Hamas auraient atteint leurs objectifs, ça aurait été des milliers de civils israéliens qui auraient été atteints autant que les Palestiniens. Donc le Hamas doit aujourd'hui obéir aux ordres de l'autorité palestinienne et du gouvernement d'union nationale. C'est contre la volonté du gouvernement d'union nationale que le Hamas a attaqué Israël il y a 3 mois. Donc le Hamas aujourd'hui va devoir changer totalement son fusil d'épaule et devenir une organisation politique et uniquement politique. Maintenant, quant au Likoud, je voudrais te dire quelque chose. Moi, je serais ravi, comme militant pour la paix, de voir le Likoud faire la paix. Et je veux dire quelque chose à mon ami Michel. Si le Likoud est cohérent avec lui-même, et Netanyahou a fait un discours, celui de Bar Ilan, qu'il le mette en œuvre. Il y a une contradiction à l'intérieur même du Likoud, entre les discours de Netanyahou, même les déclarations de Lieberman et leurs actions. Juste un mot. On arrête. Et très rapidement, parce qu'on va se retrouver dans un instant. Sur le Hamas, bien entendu qu'il faut qu'il rentre à l'OLP, bien entendu qu'il faut qu'il accepte les conditions de la communauté internationale, mais il faut cesser de ne voir que... Enfin, il y a une dialectique, et c'est pas simplement une organisation terroriste, c'est aussi une organisation qui représente un tiers des Palestiniens. Voilà, on va en parler dans un instant, ce gouvernement d'union nationale, dans quelques minutes. Je maintiens que la responsabilité du Likoud est écrasante. Jean-Paul Chagnolot en plateau avec moi, Ofer Bronstein également, 2 invités, l'un en direct de Gaza, Nicolas Palarus, Michel Benami également en direct de Jérusalem. On vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce débat. À tout de suite.